Regardez ce tableau du XVIIIe siècle. Il s'appelle Un voyage en Égypte et au Proche-Orient. Il montre William George Brown, célèbre voyageur anglais, rencontrant le sultan du Darfour, Ald el-Rahman, en 1793. À cette époque, le Darfour était une nation indépendante, un sultanat autonome au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est qu'une partie du Soudan, une région troublée où la guerre semble s'être installée de façon permanente. Le Soudan est en guerre civile. Même après que le Sud soit devenu indépendant, le conflit interne du pays ne s'est pas apaisé. Et l'ancienne division Nord-Sud semble s'être transformée en une division Est-Ouest. Aujourd'hui, les forces de soutien rapide contrôlent une grande partie de l'ouest du Soudan, y compris des zones clés du Darfour. Ils ont également pris récemment le contrôle du champ pétrolier d'Eglig, le plus grand du pays. Alors que l'armée nationale contrôle l'Est, le fleuve Nil et l'accès à la mer Rouge, ainsi que la capitale Khartoum. Au milieu de tout cela, il y a de petits groupes armés qui contrôlent leur propre petite région. Il y a un endroit un peu comme Astérix, et dedans le Darfour, qui se trouve en plein centre, c'est un volcan en plein centre, appelé le Jabal Mara. Il n'est pas sous contrôle des forces de soutien rapide qui auront du mal à le maîtriser. Et cet endroit est contrôlé par les Agawa appelés. C'est le mouvement de libération du Soudan Kazalem. Et ça va toujours être une zone qui sera en quelque sorte un petit foyer d'indépendance à l'intérieur du Darfour. Donc ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Le Soudan n'a jamais réussi à conquérir cette région. Même avec un Soudan unifié, ils n'ont jamais pu pacifier ou contrôler cette zone, qui a les oranges les plus délicieuses que j'ai jamais goûtées de ma vie. Mais le Darfour est le sujet principal de cette vidéo, car si la guerre prend une certaine tournure, il pourrait finir par se séparer et devenir un nouveau pays. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai eu l'occasion de parler à Pedro. C'est un travailleur humanitaire qui a passé des années au Soudan et qui en sait beaucoup sur ce sujet. J'ai vécu 4 ans au Darfour, à Niala, Darfour du Sud, et à Djanina, Darfour de l'Ouest, près du Tchad. J'y ai vécu pendant 4 ans, puis je suis revenu et j'ai vécu encore 2 ans à Khartoum récemment, juste avant la guerre, cette dernière guerre qui a éclaté. Alors, grâce à son expérience et à des recherches supplémentaires, découvrons comment l'Afrique pourrait gagner un nouveau pays dans un avenir proche. Je pense que la meilleure façon de commencer est toujours par le début. Et quel meilleur endroit pour commencer que de comprendre d'abord l'origine du nom de la région. Dar signifie maison, comme dans Dar es Salaam, la maison de la paix. Ainsi, le Darfour est la maison des fours. Les fours sont le principal groupe ethnique du Darfour, mais ce n'est pas tout. Il y a les Agawa et les Massalites, et ce sont les 3 principaux groupes ethniques d'origine africaine noire, comme les Bantous. Le nom de ce peuple lui-même remonte à très longtemps. La première mention historique date de 1664, lorsque Johann Michael van Sleb, un voyageur allemand, a écrit sur son voyage là-bas. Fur serait le nom donné par l'élite arabe arrivée aux habitants originels du pays. Et cela aurait signifié quelque chose comme ceux à la peau très foncée. La majeure partie de la région était constituée d'une plaine semi-aride, ce qui n'est généralement pas idéal pour y vivre, mais les montagnes Mara offrent une abondance d'eau. Et au XIIe siècle, le peuple d'Ajou a créé le premier royaume de la région, du moins le premier dont nous ayons connaissance. Dans les archives, il était appelé le royaume d'Ajou. Son nom figure sur cette carte du XIIe siècle faite par Al-Idrissi. Il a duré plusieurs siècles, changeant de nom et de dirigeants, et coexistait avec d'autres pouvoirs tribaux selon les régions du Darfour et du Soudan. Mais ensuite est venue notre grande référence pour un nouveau pays indépendant potentiel. L'ancien sultanat du Darfour, celui que nous avons mentionné au début, vous voyez ? Bien que les Dajou fussent locaux, les Tounjour arrivèrent au XIVe siècle. Ils étaient musulmans sunnites d'origine arabe. Leurs ancêtres étaient venus de la péninsule arabique et avaient lentement atteint le centre du Soudan en passant par le nord de l'Afrique. Et après leur arrivée, ils ont progressivement pris le pouvoir au Dajou. En parlant de pouvoir, vous entendez peut-être la puissance de ce règne dehors. Je ne sais pas si c'est audible sur l'enregistrement. Dans ce cas, il ne semble pas y avoir eu de guerre de conquête. Ils ont simplement commencé à se marier avec les familles d'Ajou. Et finalement,
leurs enfants ont commencé à suivre davantage les traditions Tunjour. L'un de ces enfants était le sultan d'Ali Dafur, de mère Dajou et de père Tunjour. Il semble qu'il était le premier sultan du Darfour. Bien que l'histoire ici soit assez complexe et incertaine, il faut donc prendre certains de ces événements avec prudence. Il aurait établi le sultanat du Darfour, divisé le pays en provinces et instauré un premier code juridique et pénal. Son petit-fils, Suleyman, lui succéda et il créa une nouvelle dynastie appelée les Qaïda. Il est considéré par beaucoup comme le véritable fondateur de l'état du Darfour. Il adopta le nom de Suleyman Solon, Solon signifiant arabe, ou le rouge, probablement à cause de sa couleur de peau différente de celle des habitants plus foncés. Suleyman débuta son règne vers 1596. Le règne de cette dynastie, bien que parfois interrompu, a essentiellement duré tout du long, jusqu'au début du XXe siècle, lorsque la région a été conquise par les Britanniques. Et ces siècles de règne, bien sûr, ont eu un impact dans la création d'une identité nationale distincte au sein de la région. Mais ne brûlons pas les étapes. Le sultanat du Darfour avait une manière intéressante d'étendre son territoire. Ils ont suivi l'exemple de leurs ancêtres, les Tunjour, qui prirent le pouvoir au Darfour, par intégration et mariage, pas par la violence. Le premier sultanat aurait étendu son autorité sur les tribus voisines, intégrant des étrangers dans l'élite et assimilant leur peuple. Les mariages intra-ethniques étaient fréquents, et le pays extrêmement diversifié parmi les peuples africains et arabes. Chacun au Soudan est métissé, n'est-ce pas? Mais il y a ces deux fortes affiliations. Les gens qui se considèrent comme arabes, ils se voient comme culturellement et ethniquement descendants et liés au Moyen-Orient, même si le Moyen-Orient ne les considère pas vraiment ainsi. Alors que les tribus africaines bantous, ou les Africains, mais les tribus bantous, ont une identité plus noire. Les tribus noires sont souvent des agriculteurs et les tribus arabes sont souvent des pasteurs. Bientôt, elles se convertiraient aussi à l'islam. Bien que la dynastie Kira revendiquait une descendance d'ancêtres arabes, l'idée de l'arabisme, si vous voulez, au Soudan était assez fluide. Elle concernait toute personne ayant adopté la langue et la culture arabe, peu importe son origine ou sa couleur de peau. La conversion réelle de la cour royale puis du peuple à l'islam n'est arrivée que bien plus tard, principalement par des mariages mixtes avec des habitants de la vallée du Nil et le contact avec des hommes saints. Les commerçants venus de l'Est et du Nord passaient aussi par le Darfour, qui était sur la route des pèlerins vers la Mecque. Les établissements de musulmans ouest-africains dans la région ont sans doute aussi favorisé la diffusion de l'islam. Petit-fils du sultan Suleyman, Ahmed Boukr a fait de l'islam la religion d'État et favorisé la prospérité en encourageant l'immigration d'autres régions. Le sultanat a profité de l'intégration de ces étrangers, qui ont apporté de nombreuses connaissances sur la loi islamique. Il faut préciser que la plupart des gens du peuple, surtout les Fours, ont continué leur foi traditionnelle. Ce n'est que bien plus tard qu'une conversion complète aurait lieu, et au XVIIe siècle, leur prospérité s'est poursuivie. La route commerciale transsaharienne d'Arb el Arbaïn, ou route des 40 jours, traversait la région, renforçant les échanges commerciaux. Parallèlement, l'exploitation minière de l'or a commencé à prendre de l'ampleur, et les richesses ont continué de croître. Aujourd'hui, le Darfour compte encore de nombreuses mines d'or. À ce moment-là, ils ont mis de côté leur politique d'intégration uniquement, et ont commencé à attaquer les régions voisines, ce qui prouve également qu'ils disposaient d'une armée suffisamment puissante pour le faire. Au XVIIIe siècle, l'islam était devenu pleinement influent et important dans la société. Le sultanat recrutait des hommes saints étrangers, et leur donnait des terres occupées par les Fours, dont ils percevaient les revenus. Cela favorisait une complexité économique, juridique et politique accrue au sein de leur gouvernement. Au XVIIIe siècle, le commerce avec l'Égypte s'accrut fortement et le sultanat atteignit son apogée. Cela a eu lieu sous le règne du sultan Abderrahman, qui fit d'Al-Fashir la nouvelle capitale. Aujourd'hui, elle demeure la capitale du Darfour et pourrait devenir celle du futur pays indépendant. Il existe un épisode historique intéressant avec ce sultan. Nous sommes vers 1799, juste au nord, en Égypte. Napoléon était en pleine campagne dans la région, et donc le sultan a écrit une lettre à Napoléon pour le féliciter de sa défaite. Concernant les Mamelouks, qu'il semblait aussi ne pas apprécier, Napoléon aurait répondu en le remerciant, et en lui demandant un tribut de 2000 esclaves. On ne sait pas vraiment si cela s'est réellement produit, mais je ne sais pas. Je trouvais que c'était une note de bas de page historique intéressante. Et le but de cette histoire, c'est que, à ce moment de l'histoire,
Le sultanat du Darfour était suffisamment important pour que d'autres puissances et dirigeants extérieurs connaissent son existence. Un récit sur le Darfour a même été rédigé au début du XIXe siècle par Muhammad al-Tunisi, qui a passé une décennie comme marchand dans le sultanat et a décrit le royaume en détail, avec ses propres dessins, dont certains nous sont parvenus. Son livre s'intitule « Au Darfour, récit du sultanat et de son peuple ». On peut encore en acheter un aujourd'hui, ce qui est cool. Mais après l'apogée vient, bien sûr, la chute, et l'âge d'or du sultanat touchait à sa fin. Sous le règne de Mohamed Ali, l'Égypte a entamé son expansion vers le sud pour conquérir le Soudan et d'autres territoires régionaux. Ils ont atteint Khartoum et conquis des zones du nord du Darfour. La dynastie Kedah les a affrontés mais a perdu. Ils n'ont pas été totalement conquis, mais le résultat était presque identique. Les Turco-Égyptiens ont consolidé leur contrôle total sur les terres à l'est. Le Darfour n'avait plus d'influence politique ni de puissance militaire. Les Égyptiens dominaient le marché des esclaves. Les routes commerciales se déplacèrent vers l'est, contournant le Darfour. Ces deux facteurs combinés ont provoqué une crise économique et une récession dans le sultanat, qui s'est retrouvé moins prospère. L'élite et la famille royale ont commencé à exploiter la population et à profiter de leurs terres en les récupérant. Cela a bien sûr eu un impact très négatif sur le développement du pays. En 1856, l'homme d'affaires de Khartoum al-Zubayr Kama a créé un réseau de comptoirs commerciaux dans la région, protégé par son armée privée. Il a essentiellement déclaré son propre gouvernement au Darfour, dans une région connue sous le nom de Bahr el-Ghazal. En fait, aujourd'hui, cette région a un drapeau vraiment cool, même si elle fait maintenant partie du Soudan du Sud. Cela montre encore l'expansion du sultanat du Darfour vers le sud, après avoir payé tribut au Darfour. Mais il ne tarda pas à s'allier avec les Turco-Égyptiens, qui voulaient revenir et conquérir tout le sultanat. La guerre a entraîné la destruction du Darfour en tant que nation indépendante. En 1875, plusieurs rébellions soutenues par la population ont tenté de rétablir le pouvoir, mais ont échoué, menant à l'administration du Darfour comme province égyptienne. En 1885, les forces soudanaises se sont rebellées contre l'Égypte, permettant au Darfour de reprendre son état pendant environ 15 ans. Et juste à la fin du 19e siècle, les Britanniques sont arrivés. Fait intéressant, ils ont ramené Ali Dinar, dernier sultan du Darfour et héritier de la dynastie Kira. La région a obtenu l'autonomie, et le sultanat a été restauré, mais seulement temporairement, des décennies plus tard, au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les Britanniques craignaient que le Darfour ne se range du côté des Ottomans, malgré les promesses du sultan que cela n'arriverait pas. En 1916, les Britanniques envahirent, pour garantir leur stabilité, sans se soucier des habitants. Le sultan mourut au combat, et le sultanat disparut. Il fut intégré au condominium anglo-égyptien en 1917 territoires, alors gouvernés par les deux nations, et couvrant l'actuel Soudan du Sud, le Soudan, et une partie du sud-est de la Libye. En 1956, le Soudan obtint son indépendance des Britanniques, emportant le Darfour. Aujourd'hui, près de 70 ans plus tard, le Soudan est scindé. Le Sud a déclaré son indépendance, et le Nord est à nouveau en guerre civile. Alors, quel est le rôle du Darfour dans tout cela ? Et pourquoi pourrions-nous enfin voir le retour du Darfour en tant que pays indépendant ? Eh bien, depuis 1956, la région a été liée à ce qui se passe dans le pays d'une manière ou d'une autre. Durant le siècle dernier, la région a été dirigée depuis la lointaine Khartoum, avec peu d'intérêt pour ses besoins. Les élites de la vallée du Nil dominaient les gouvernements soudanais. Ils investissaient localement, alors que le Darfour restait pauvre, marginalisé et dominé par la force. Peut-être aurait-il dû prendre exemple sur la toute première élite dirigeante du Darfour, lors des grands conflits du Soudan, notamment les longues guerres civiles avec le Sud. Le Darfour n'était pas le problème central, mais le schéma se répétait. Priorité au centre, périphérie ignorée. Lorsque la guerre avec le Sud a finalement pris fin en 2005, le gouvernement a signé un accord de paix qui promettait au Sud un référendum, et finalement, l'indépendance en 2011. Mais comme le Darfour était au centre de ce conflit, il n'a rien obtenu de similaire, même si les revendications du Darfour étaient très similaires à celles du Sud. Ce moment a peut-être convaincu certains Darfouris que rester au Soudan n'était pas dans leur intérêt. Le génocide au Darfour au début des années 2000 a renforcé ce sentiment. Un soulèvement rebelle a éclaté en 2003 accusant la capitale de négliger la région et de privilégier certains groupes.
Le gouvernement a formé la milice armée arabe Janjaweed, qui a ravagé des centaines de villages, tué de nombreux civils et déplacé des millions de personnes, notamment des groupes non arabes comme les Fours, Mazalites et Zaghawa. Autrefois, les gens vivaient en harmonie. J'ai rencontré beaucoup de familles mixtes où soit le mari, soit la femme était arabe et l'autre partenaire venait de l'autre tribu. Cela ne posait pas problème. Jusqu'au génocide du Darfour en 2004, à l'époque où le Soudan était encore un seul pays, le Soudan et le Soudan du Sud. C'est la guerre civile la plus longue d'Afrique qui a duré, je ne sais pas, de 1958 jusqu'en 2005 avec quelques interruptions. Et donc, alors que le nord et le sud du Soudan arrivaient à une conclusion lors des pourparlers de paix, les groupes rebelles du Darfour ont commencé à émerger. Pour en gros se plaindre d'eux, se sentant abandonnés par Khartoum, par la capitale, que ce soit en termes d'investissement ou de droit. Et donc Khartoum, qui venait tout juste de conclure un accord de paix avec le Sud, avec Juba, a vraiment réprimé cela très durement. Et pendant presque un an, ils ont fermé le Darfour. Il y a eu ce génocide massif. Et Khartoum, qui sont les gens à Khartoum? Al-Bachir, à l'époque, qui s'identifiait fortement comme arabe, a naturellement armé les tribus arabes du Darfour. Et il a complètement bouleversé l'équilibre des pouvoirs et créé cette association entre les tribus arabes du Darfour et les pouvoirs en place à Khartoum. Dès lors, c'est devenu beaucoup plus ethnique, alors qu'avant, ça ne l'était pas vraiment. Je veux dire, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de familles mixtes et maintenant, je ne vois plus cela se produire aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce groupe s'appelait les Janjaweed, les diables à cheval. C'était essentiellement parce qu'ils prenaient d'assaut les villages à cheval et à dos de chameau et rasaient les villages jusqu'au sol. Soudain, tous les Arabes étaient associés à ce groupe, tandis que les Africains étaient vus comme victimes. Et quand votre propre gouvernement se retourne contre votre peuple, cela ne vous donne vraiment pas envie de rester dans ce pays. Ces milices ont donné naissance aux forces de soutien rapide. En 2013, elles sont devenues un groupe paramilitaire officiel pour soutenir l'armée. Basés au Darfour, ils sont ensuite devenus actifs dans tout le pays, combattant les rebelles et patrouillant les frontières. Grâce aux mines d'or du Darfour, ils ont acquis leur propre argent, gagnant puissance et indépendance vis-à-vis de l'armée régulière. Ainsi, le Soudan s'est retrouvé avec deux forces armées qui étaient censées coopérer mais qui, en réalité, étaient mon rival. Et en 2023, cela a explosé en une guerre nationale entre les deux. Le Darfour est vite devenu un champ de bataille majeur, les forces de soutien rapide y ayant déjà des bases et pouvant s'imposer plus facilement que l'armée. Les forces de soutien rapide contrôlent désormais une large part du Darfour et ont instauré leur propre structure de gouvernance dans ces zones. L'armée et le gouvernement officiel, basé à l'est du Soudan, contrôlent peu l'ouest. L'indépendance du Darfour dépendra surtout de l'issue de la guerre et de l'avis des pays voisins. Le président du Tchad est Zaghawa. Si je me souviens bien des trois tribus que j'ai mentionnées, les tribus noires abondantes, Isfour, Zaghaw, Massalid, le président et le groupe ethnique dirigeant sont Zaghawa. Et ils ont fourni des armes aux rebelles du Darfour, vous savez, ceux qui combattent les Janjaweed et qui luttent contre Khartoum de leur côté. Et donc, il y a une crainte de débordement. Et nous ne savons pas ce que le Tchad va faire. À l'époque de Kadhafi, la Libye intervenait beaucoup dans cette affaire, principalement parce que les tribus arabes soutenaient Kadhafi et ensuite Kadhafi les soutenait en retour. La dynamique a changé d'une certaine manière et l'un des groupes militaires des tribus noires, le mouvement pour la justice et l'égalité, a bénéficié du soutien de la Libye. Il est donc difficile d'imaginer les répercussions régionales, mais je doute que Khartoum puisse y faire beaucoup. Le levier est vraiment, si vous regardez une carte de ce que les différents groupes contrôlent au Soudan, je veux dire, le Darfour a essentiellement une seule couleur, qui est le contrôle du force de soutien rapide. J'ai aussi oublié de demander pour le Soudan du Sud. Reste-t-il à l'écart? Traditionnellement, ils soutiennent les groupes rebelles parce qu'ils étaient considérés comme, vous savez, menant le même combat. Et les groupes passaient souvent par le Soudan du Sud en route vers le vers les monts Nouba.
Les monts Nuba étaient une région ethniquement plus proche du Soudan du Sud, mais qui est restée coincée dans le nord lors de la séparation. En fait, l'armée principale du Soudan du Sud s'appelle le Mouvement populaire de libération du Soudan UM et le groupe armé rebelle des monts Nuba s'appelle le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord. Ouais, ce n'est même pas ça. C'est, vous savez, sous le radar. Et donc, traditionnellement, oui. Mais comme le Soudan du Sud a sa propre guerre civile qui fait rage depuis le premier jour de l'indépendance, les allégeances ont, vous savez, beaucoup changé. Et l'autre inconnu serait l'Éthiopie, de l'autre côté, qui partage une frontière et qui a parfois soutenu Khartoum ou d'autres groupes, selon que le Soudan s'est aligné ou non avec l'Égypte. Vous savez, l'Éthiopie a ce problème avec le grand barrage de la Renaissance, contre lequel l'Égypte a menacé d'entrer en guerre. Et le Soudan se trouve en plein milieu. Donc, selon la position que prend le Soudan dans ce conflit, il est soutenu soit par l'Éthiopie, soit par l'Égypte. Donc oui, tout cela est entouré par pas mal d'instabilité et c'est assez difficile à imaginer. C'est assez difficile d'imaginer de quel côté vont aller les allégeances. Et si les puissances internationales sont prêtes à accepter de nouvelles frontières. Mais l'idée ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans ces décennies d'ignorance et de répression, mais aussi dans ces siècles où ils étaient réellement leur propre pays. J'étais au Soudan lors de la division du pays et la plupart de mes amis soudanais comparent cela à une amputation, la perte du Soudan du Sud. Je veux dire, et bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, si vous avez vécu toute votre vie avec l'idée d'un pays et que soudain une partie fait sécession, on a l'impression que, d'une certaine manière, même si vous savez que le droit à l'autodétermination est un droit humain universel, ce n'est pas, c'est douloureux, n'est-ce pas? Donc, de là, je ne pense pas que les gens dans le reste du Soudan accepteront volontairement, mais je pense que l'avantage est maintenant du côté des forces de soutien rapide. Ils ont achevé la conquête d'Al-Bachar, qui était la capitale du Darfour Nord et la capitale historique traditionnelle du Darfour, et ils ont terminé cette conquête. Peut-être il y a quelques semaines, il y a un mois. Donc, l'avantage n'est pas du côté de Khartoum, l'avantage est du côté des forces de soutien rapide. S'ils veulent faire sécession, ils le feront. Ils pourraient ne pas être reconnus, un peu comme le Somaliland, qui fonctionne comme un pays, mais qui n'est reconnu par personne. Et ce qui est le plus fou, c'est que les nouveaux dirigeants potentiels ne sont même pas les véritables habitants du Darfour. Donc, ils pourraient se retrouver dans une situation folle où ils sont indépendants, mais dirigés par un autre gouvernement répressif. La question est de savoir si l'indépendance du Soudan vaut la peine, si les dirigeants ne viennent pas de la population locale. Ils ont déjà été dirigés par une élite étrangère sans problème, mais les forces de soutien rapides ont montré que ce ne serait probablement pas pareil avec eux. Peut-être serait-il plus facile de chasser les forces de soutien rapides puis d'atteindre une pleine souveraineté populaire après que le Darfour ait obtenu son indépendance avec eux? Ou serait-il plus facile d'espérer que les forces de soutien rapides soient vaincues, puis de rechercher davantage d'autonomie et d'indépendance au sein d'un Soudan pacifique? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait vraiment aller là-bas et demander ce que les habitants en pensent. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans l'intérêt des habitants ou non, il se pourrait qu'un nouveau pays émerge bientôt dans la région. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à Pedro pour son témoignage et son expérience incroyable. Ça fait vraiment une différence de parler à quelqu'un qui a été au Soudan aussi longtemps. Et oui, on se retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale. Mais j'ai une question à laquelle je pense qu'il n'y a pas de réponse. C'est plutôt une question d'opinion amusante, si tu en as une à ce sujet. Quand j'ai cherché le sultanat du Darfour, j'ai trouvé un drapeau pour celui-ci. Je ne sais pas si c'est un vrai drapeau, car je doute qu'ils en aient eu un au sens actuel. Et c'était un tricolore vert, rouge et noir, avec un croissant blanc au milieu. Donc, je voulais demander, Cho, vous savez, dans le scénario où il serait indépendant, pensez-vous qu'il y aurait un symbole spécifique qu'il voudrait choisir comme drapeau? Y a-t-il quelque chose que vous associez à la région ou des couleurs particulières? Je ne sais pas. Non, je suis en train de chercher sur Google. Je n'ai pas vu ce drapeau, donc je suppose qu'ils devront créer leur propre drapeau, non? Alors, au fait, il y a un mouvement assez important parmi les personnes qui sont contre le gouvernement à Khartoum pour changer le drapeau du Soudan avec des couleurs qui ressemblent un peu plus à celles de la Tanzanie. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, voilà. La Libye a aussi changé son drapeau traditionnel pour un drapeau vert. Donc, je suppose que le Darfour
S'ils deviennent indépendants, ils devront décider quelles seront les couleurs et le drapeau qui représenteront leur tradition.